Spécial débat reçoit pour vous Gaby Kouba, journaliste et président de l'UNPC, mais spécialiste dans le domaine des mines et de l'environnement. Vous le savez, il y a deux grands sujets. Aujourd'hui, c'est la révisitation de certains contrats en République démocratique du Congo et la pollution de la rivière Kasaï, les retombées. Très heureuse d'être avec nous, Gaby Kouba. Merci beaucoup, Madame Paulette. Avant de parler des mines, nous parlons un peu de l'environnement parce qu'on met trop l'accent sur les mines, prenons la pollution de la rivière Kasaï. Gaby Kouba, nous savons déjà le nom de la société angolaise qui a pollué la rivière Kasaï. Toute première question, est-ce qu'il y aura indemnisation du côté angolais? J'ai suivi attentivement le point de presse animé par la vice-première ministre de l'Environnement dernièrement. Je suis un peu dubitatif. Je pense que le gouvernement est mieux placé pour nous donner la réponse s'il peut y avoir des indemnisations. Mais déjà, il y a un communiqué produit depuis avant-hier par la compagnie minière angolaise qui dit que les dégâts sont minimisables, qu'il n'y a pas eu une catastrophe telle qu'on le dit en République démocratique du Congo. Ah bon? Bon, mais c'est une question de rapport de force. Parce que si la RDC avait provoqué les mêmes dégâts en Angola, le traitement serait-il le même que celui que nous observons aujourd'hui en RDC? Donc c'est une question de rapport de force. On va voir comment le gouvernement va négocier avec les autorités angolaises et puis avec la compagnie. Principe des pollueurs-payeurs, c'est ce que nous attendons. Et ce n'est pas aux citoyens normaux comme vous et moi d'aller négocier avec les responsables de la compagnie ou avec les autorités angolaises. Donc, nous avons un gouvernement en place, nous avons les institutions de la République, nous avons nos scientifiques qui ont travaillé également sur la question et qui connaissent l'ampleur des dégâts causés par la pollution, les substances chimiques. Quelles sont ces substances? Parce qu'on parle de substances chimiques. Quelles sont ces substances chimiques qui ont pollué la rivière? Là où on exploite une mine, il y a toujours l'acide sulfurique. Vous avez d'autres substances comme cyanure. Vous avez également l'ammoniac et vous avez plusieurs éléments, les métaux eux-mêmes. Comme le plomb, le mercure. Oui, voilà. Les métaux eux-mêmes aussi contiennent une dose de radioactivité, même si la radioactivité, on en parle plus en ce qui concerne l'uranium qu'en ce qui concerne d'autres métaux ou d'autres minerais. Donc, tous ces éléments-là, peut-être que c'est une erreur, ça peut arriver. Hein, c'est un travail humain. Les ouvriers peuvent être fatigués, il peut y avoir une défaillance technique, il peut y avoir également une panne, donc cela peut provoquer également des dégâts. Donc on a vu également que même au Congo, ça s'est passé, ça s'est passé à Lubumbashi, ça s'est passé à Kolwezi, ça s'est passé à la rivière Panda à Likasi, où vous avez vu à un certain moment les notables de Likasi hausser les tons pour réclamer à ce que les réparations soient faites. Donc ça peut arriver partout à travers le monde. Mais maintenant, parce que ce n'est pas chez nous, ça vient d'ailleurs et qu'il y a des cas de mort. D'ailleurs, il y a un député qui a soulevé la question au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est une question transversale. Donc, ce n'est pas en réalité le ministre de l'Environnement seul qui doit résoudre ce problème. Donc, ça doit être une commission ministérielle constituée aussi des experts. Vous pouvez avoir les centres nationaux de l'énergie atomique, vous pouvez avoir l'OCC, vous pouvez avoir des laboratoires indépendants. Donc, constituer une commission, établir les responsabilités et demander réparation pour les dégâts causés par la compagnie minière basée en Angola. C'est ce que nous attendons de la part. Alors, maintenant, pour les riverains, parce que dans la plupart de nos provinces, il n'y a pas d'eau potable. Les gens s'alimentent à l'eau à partir des rivières. Maintenant que la rivière a été polluée, lorsque j'ai suivi le responsable du centre de traitement d'eau de Kinshasa, les comités scientifiques, qui dit que ça a affecté non seulement les Kasaï, mais aussi une partie du Bandundu. Et on sait que la rivière Kasaï, bon, c'est l'un des affluents les plus importants du fleuve Congo. Donc, même nous qui sommes en aval du fleuve Congo et jusqu'à l'océan Atlantique, nous ne sommes pas à l'abri. Actuellement, est-ce que la rivière, le fleuve Congo est
est-il pollué? Seuls les scientifiques peuvent nous dire, parce qu'une telle pollution à l'œil nu, c'est difficile de le déterminer. Ce n'est pas vous et moi en tant que profanes qui pouvons déterminer le degré de pollution. Mais les experts n'en ont pas parlé? Ou encore d'autres. Les experts congolais n'ont pas... Je n'ai pas encore vu les conclusions. Je n'ai pas encore vu les conclusions des recherches des scientifiques congolais qui ont travaillé sur la question. Ok. Alors cette pollution-là, nous avons vu des poissons morts et tout ça. Qu'est-ce que ça provoque comme maladie? Oui, mais ça provoque d'abord quand vous avez tout ce que j'ai cité là, des substances chimiques que nous avons énumérées ici. D'abord, ce sont des produits toxiques. Moi, j'ai d'ailleurs pitié même des travailleurs que je vois souvent au Katanga qui travaillent parfois sans outils appropriés. Hein? Et quand vous regardez, il y a des poissons, des espèces aquatiques qui sont morts. La population riveraine a été contaminée par une maladie d'origine hydrique à cause de la consommation, notamment la diarrhée. Et vous avez également des cas de décès. D'après les informations que nous avons de la part des députés du Kasaï. Donc, ça a provoqué d'énormes dégâts. Rien ne vaut comme la vie humaine et la vie n'a pas de prix. Donc, les poissons également, des quantités de poissons, des hippopotames, d'autres ressources aquatiques que nous avons perdues, comment les récupérer? Parce que ça constitue aussi... L'écosystème est touché. Voilà, l'écosystème est touché et ce sont des éléments importants pour notre vie et pour notre survie. Donc, une rivière, et dans la rivière, vous avez toutes les espèces qui peuvent nous alimenter, et puis vous avez également les eaux que nous consommons. Donc, c'est notre vie, en réalité, qui est menacée. Le ministre était descendu sur place, on a vu... Et vous avez dit qu'on doit attendre le rapport qui n'est pas encore sorti. Mais est-ce que peut-on, Gabi Kuba, éviter des pollutions comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas de garde-fou pour éviter? C'est vrai que c'est un accident, mais est-ce qu'il y a quand même des garde-fous pour éviter des pollutions? Là où il y a, sauf si vous avez des charlatans, les charlatans qui sont dans l'exploitation minière, les gens qui peuvent installer... Non seulement les artisans, mais vous pouvez avoir des entreprises, par exemple, Paulette Mining, qui n'a pas une qualification, qui n'a pas une réputation en matière de mine, mais c'est parce qu'on arrive dans un endroit où vous avez l'opportunité d'obtenir un titre et puis faire ce que vous voulez, donc on jette. Et je vais vous révéler une chose. Savez-vous que avant de parler de l'Angola, même chez nous au Congo, il y a d'énormes dégâts. Je prends les cas du Katanga. Est-ce que vous connaissez les taux de récupération de nos métaux, le cuivre et le cobalt du Katanga? Peu d'entreprises récupèrent 50%. Alors, qu'est-ce qu'on fait de reste? Cela veut dire que tout est jeté dans la nature. Et dans la nature, comment ça rend la terre improductive? Parce que là, vous aurez certainement un problème pour l'agriculture. Et puis, les eaux également sont polluées. Je vous ai cité l'exemple d'une rivière à Lubumbashi où les gens ont payé un lourd tribut à cause des effluents d'une entreprise qui ont été déversés dans une rivière. Donc, on peut éviter cela, mais il faut avoir des spécialistes, des usines appropriées et un personnel qualifié. Même si là où il y a une œuvre humaine, ça peut arriver. Mais il y a des entreprises qui opèrent et lorsque vous regardez... Même quand vous regardez, vous dites, mais ici, c'est un danger à ciel ouvert. Donc ce sont ces entreprises-là qui posent énormément de problèmes parce qu'ils n'ont pas d'outils appropriés, ils n'ont pas un personnel qualifié et ils ne se déploient pas dans des endroits bien appropriés. Je vais vous dire, je vous fais une révélation. Au Katanga par exemple, on parle de l'Angola aujourd'hui, ce n'est pas peut-être que les cas du Katanga, l'ingénieur qui a conçu une usine pour une entreprise indienne, à partir de l'étranger, lui a demandé de ne pas l'installer dans la ville de Lubumbashi. L'ingénieur a donné son avis. Et c'est un Congolais, chassé d'ici, parti en exil 2 fois. Mais son expertise a fait qu'un sujet asiatique a recouru à lui pour le montage d'une usine. Et tous les conseils ont été donnés. Lui ne pouvait pas séjourner au Congo. Et même si séjournait, il donne son avis, il donne son expertise, il est payé. Maintenant aux décideurs. Quand le sujet asiatique est venu s'installer au Katanga,
il a obtenu ce qu'il a eu à voir auprès des décideurs. Et il a installé l'usine en pleine ville. Conséquence, il y a eu des dégâts. Donc, il y a des dégâts que nous pouvons éviter. La pollution, on peut l'éviter. Il y a des bassins, par exemple, de rétention. C'est que j'ai vu dans d'autres mines, hein, en dehors de la RDC. Je vois aussi, en RDC, il y a des mines, il y a des entreprises sérieuses. Je vis également des bassins de rétention pour permettre à ce que les effluents ne soient déversés dans la nature pour entrer en contact avec la population, piscine, quoi, avec la population riveraine. Il y a même des égouts, des voies de canalisation appropriées. Et je veux, par exemple, dans la mine, la plus grande mine de la Zambie, Kalumbi, là, par exemple, les gens ont créé un lac artificiel juste pour aller protéger les animaux aquatiques, les caïmans, les crocodiles, les serpents de nature, tout ça. Donc c'est loin de l'exploitation minière. Et la mine que j'ai visitée m'a beaucoup impressionné. Donc vous avez le champ d'exploitation qui est ici, par exemple, mais les lacs artificiels créés pour protéger des espaces et des espèces se trouvent à Kingasani. Donc là, vous avez moins d'inquiétude, même si les dégâts peuvent toujours se produire à cause d'une fuite de tel Gabi Kouba, je relève quelque chose. Vous me dites que vous êtes allé en Zambie, mais c'est vraiment une polémique. J'y entre parce que on ne peut pas vraiment se moquer, permettez le terme des journalistes congolais. Parce qu'on dit que nous ne voyageons pas. Des journalistes, pas des journalistes d'investigation congolais, vous ne faites pas votre travail, il faut des journalistes étrangers pour nous faire découvrir ce que nous avons dans notre propre pays. Gabi Kouba, vous étiez en Zambie, mais comment les gens ne le savent pas? Comment les gens ne sont pas au courant de tout ce que vous avez vu et écrit? Nul n'est prophète chez lui, mais ça fait des années que je fais le même travail avec vous. Je vous donne l'exemple de Lubumbashi. À l'époque, c'est un consortium de journalistes congolais qui a fait le travail pour révéler qu'il y a eu des effluents d'une entreprise déversés sur la rivière Rwashi qui avait provoqué des dégâts énormes. Et le gouvernement lui-même a prélevé même les échantillons au PA Sonal. André Philippe Fouta à l'époque était ministre et il a fait ce travail. On a prélevé les échantillons, on est allé analyser à Lubumbashi, c'était positif. On a analysé dans les laboratoires de Kolwezi, c'était positif. On a contesté jusqu'en Afrique du Sud, c'était positif. Et je me rappelle bien, je peux citer Willy Kalenga, John Ngomboa, moi-même, nous avons fait ce travail. Personne ne nous a écoutés. Il y a eu des dégâts. Et on ne peut pas dire que les journalistes congolais ne font pas leur travail. C'est vrai, notre contenu dans les médias est discutable. Notre travail, c'est plus l'aspect politique, les shows, le buzz médiatique qui domine. Des questions de fond, on les aborde presque pas. Mais vous et moi en parlons depuis une dizaine d'années. Mais les gens, comment les gens ne sont pas... Parce que ça, maintenant, nous allons dire que c'est la faute aux Congolais qui ne veulent voir que ce qu'ils veulent voir. La mine, par exemple, qui a produit des dégâts en Afrique du Sud, les mines de platinum, de platine plutôt. Savez-vous que l'actuel président sud-africain a été un membre important du conseil d'administration. J'ai visité cette mine et j'ai vu. J'ai vu également dans d'autres pays. Bon, nous on les fait. Mais je vous pose une question. Posons la question à l'opinion. Quel responsable peut louer un jet privé pour qu'un journaliste congolais aille faire un reportage dans une zone minière? Donnez-moi le nom d'un seul responsable congolais. Mais ils ont l'argent, pourquoi ils ne le font pas? Et voilà, je vous dis, il y a tant de journalistes qualifiés, peut-être qui sont invisibles à cause de notre situation, on ne les voit presque pas, mais ils sont nombreux, capables de faire ce travail. Même les dépêches que vous lisez, Bloomberg, Reuters, donc toutes les agences, tous les médias étrangers qu'on sort, est-ce que vous croyez vraiment que ce sont des journalistes belges, français, américains qui font ce travail? Et ici au Congo, vous n'avez pas de fixeurs, vous n'avez pas de reporters. Moi-même, j'ai fait la ronde. J'ai fait la ronde de la RDC avec une structure de la place qui ne connaissait même pas. J'ai vu les gens débarquer ici au Congo qui ne connaissaient même pas où se trouvait Walikale, Gamitunga c'est où, Walungu c'est où, la rivière Pangui à Banalia c'est où. Nous avons fait ce travail, eux ne le connaissaient pas. Mais comme on l'a dit, il y a un adage qui dit le cheval gagne la course, mais le prix revient au cavalier. Donc la situation qui est la nôtre fait que nul ne soit prophète chez lui. Donc nous ne sommes pas, mais je ne conteste pas si nous avons par exemple un nombre impressionnant de mauvais journalistes, mais il y a de très bons journalistes de qualité. De là où la grâce abonde, le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a des journalistes de haute facture qui sont là, capables de produire les travail là. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais publié un article à qui profitent les cobaltes congolais. Est-ce que vous les avez lus, chers compatriotes? Et après, nous avions animé même des émissions avec vous. Exactement. Personne ne nous a suivis. Mais
En 2018, après la révisitation des contrats miniers, savez-vous qu'il y a des minerais stratégiques qui ont été déclarés par notre code minier? Les cobalt, le germanium, la wolframite, tout ça. Mais rien que dans les textes, nos minerais sont stratégiques. Et après, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Et j'ai démontré que la RDC n'est pas bénéficiaire de tous ces minerais-là. Les faites pour vous de ne pas avoir des compagnies qui produisent. Et même quand vous avez des compagnies étrangères, notre contrôle est très limité à cause des moyens rudimentaires, à cause de l'inexpertise. Parce que celui qui est là, qui est censé contrôler, n'est pas toujours celui qui est qualifié. Celui qui est qualifié, parfois, est à l'écart du jeu. Alors, sur ces points, comment voulez-vous avoir des bons résultats à partir de l'exploitation minière? Donc, tout ça, nous l'avons dit. Le travail des autres, moi, je ne les conteste pas. Ils sont libres de faire le travail, c'est leur chance. Mais je vous dis que rien de nouveau sur le soleil par rapport à ce que les journalistes étrangers écrivent sur les mines du Congo. Je vois tout ce qui se passe dans l'est du pays, c'est depuis longtemps que nous le disons. Ça fait pratiquement 13 ans que j'avais parlé de la mine de Bissier, dans les territoires de Walikale. La mine de Bissier a été un site d'exploitation artisanale. Nos autorités de l'époque avaient accordé des titres à une entreprise sud-africaine qui est venue déloger les artisanaux et qui a coalisé avec Cheka, qui était l'un des creuseurs parmi les creuseurs. Et Cheka a été obligé, a été armé pour chasser ses propres compatriotes au profit d'une entreprise étrangère qui n'a rien fait et qui a vendu des armes. Des milliers de Congolais sont morts dans les territoires de Walikale. Les cas sont légion. Ça, ce n'est pas un fait nouveau pour moi. Si un journaliste étranger peut surprendre aujourd'hui l'opinion, moi, personnellement, je ne serai jamais surpris parce que je l'avais déjà dit, ça fait plus de 10 ans. Gabi Kouba, la question... Les contrats, la révisitation de ces contrats-là aujourd'hui, on en parle aujourd'hui, surtout les contrats chinois. On a l'impression que cette guerre entre les États-Unis et la Chine, eh bien c'est la RDC qui paye le prix aujourd'hui. Pourquoi révisiter d'abord les contrats chinois? Oui, la guerre va se poursuivre entre les grandes puissances. Et malheur à une petite puissance comme la RDC. Je ne sais même pas si nous sommes une puissance, si nous sommes un État ou bien un non-État. Malheur à nous. C'est un peu... les paradoxes congolais, l'abondance des ressources naturelles, mais avec la malédiction également de ces ressources-là. C'est une malédiction, c'est cette abondance-là qui fait de nous que nous soyons vulnérables, mais pour que nous ne soyons pas vulnérables, il faut que nous soyons dotés de l'intelligence. Il faut que nous soyons dotés de moyens pour faire ce travail. Or, quand vous regardez tout ce qui se passe, apparemment, nous nous intéressons plus. Les Congolais s'intéressent plus aux faits divers qu'aux vraies questions cruciales, aux idioties, d'une nation. Regardez toutes les discussions, même à travers nos médias. Qu'avez-vous comme débat? Vous pouvez faire 5 ans en RDC, vous ne lirez jamais un article scientifique dans un journal. Jamais un reportage scientifique sur, par exemple, l'origine de telle maladie. Jamais. Nous ne le faisons pas. Et ceux qui le font, je ne dis pas que les Congolais qualifiés ne sont pas là. Ils sont là parce que je vois ceux qui font la fierté. Savez-vous la mine que je vous ai citée de Kalumbila en Zambie? L'homme le plus âgé de cette mine en Zambie, c'est un sujet congolais. Et il a mon âge. Chassé d'ici. Et il est parti quand il avait encore une vingtaine d'années. Et quand le gouvernement zambien a des problèmes de financement pour les besoins de l'État, payer l'armée, la police, les fonctionnaires, les travaux publics et consorts, on recourt aux avances sur les impôts à partir de cette entreprise dirigée par un Congolais. Wow. Et je connais des forces anonymes, jamais utilisées dans notre pays, qui sont là. Alors revenons sur les contrats chinois. Oui, les contrats chinois. À qui la faute? Contrat léonin? Est-ce que la faute, je vous laisse le soin de dire tout ce que vous voulez. Mais il faut regarder tout simplement le déséquilibre. L'idée était géniale de la part de Kabila d'aller en Chine chercher des capitaux frais pour financer la construction des infrastructures. Les autres le font aussi. Mais la manière, oui, les autres le font. Les Amériques et tout ça. Et même se font la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils vont aujourd'hui, la Belgique ne peut jamais financer la RDC avec un montant d'un milliard, 2 milliards, 3 milliards de dollars. La France ne le fera jamais. L'Italie ne le fera jamais. Ces pays de l'Europe eux-mêmes sont confrontés à une forte crise. Et ils vont
en Asie pour aller chercher des capitaux frais. Autrement dit, les puissances peuvent négocier entre eux, mais nous les faibles, nous n'avons pas le droit d'aller de l'autre côté. Quand Kabila signe ses contrats avec les Chinois, 9 milliards de dollars, mine contre infrastructure. Kabila regarde, il dit bon, mais j'ai un mandat, mais je n'ai pas de moyens pour développer la RDC. Mais j'ai des matières premières. Je fais quoi? Je vais auprès de ceux qui ont l'argent. Est-ce que Kabila a-t-il été chez le gouvernement chinois ou chez des particuliers chinois? Non, mais ce sont un groupement d'entreprises chinois. Mais vous savez, le gouvernement a aussi le rôle de protéger les privés, les secteurs privés. Et moi, je suis partisan, un fervent défenseur de l'initiative privée. Ceux qui font la vitalité économique dans un pays, ce sont les privés. Et je suis dans cette logique. Donc, il n'a commis aucun péché d'aller vers les entreprises privées chinoises, mais en utilisant la diplomatie économique avec le gouvernement chinois qui est censé garantir les intérêts de ces entreprises en dehors de la Chine. C'est ce que Kabila a fait et il n'y a aucun péché. Tous les pays du monde peuvent le faire. Bravo à lui. Mais maintenant, lorsque je regarde, rappelez-vous qu'à l'époque, Didier Reynders, qui était ministre des Affaires étrangères, ou encore... en Belgique, non, pas Didier Reynders, l'homme des déclarations incendiaires. Avant Didier Reynders, il y avait... Non, pas lui, Michel. Il y avait un ministre... À chaque fois qu'il descendait au Congo, il y avait toujours des déclarations tonitruantes. Ah oui, oui, je vois, mais le nom m'échappe. Voilà. Le nom, nous l'avons oublié. Vous savez, ils sont allés jusqu'en Chine, la Belgique, pour demander aux Chinois de rompre les contrats signés entre les gouvernements congolais et les entreprises chinoises. Donc, pourquoi? Parce que Kabila aussi était entre les marteaux et l'enclume. Il voulait, à un certain moment, atteindre les points d'achèvement parce que la dette pesait plus sur la RDC. Rappelez-vous, à l'époque du gouvernement Mobutu, on payait 55 millions de dollars pour arriver à apurer les dettes que la RDC avait vis-à-vis des partenaires internationaux. Donc, c'était un vrai problème. Mais la Chine n'avait pas joué pour l'allègement de la dette de la RDC vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Donc, la Belgique, la France et consorts d'autres pays devraient appuyer. Donc, Kabila a pu jouer à l'équilibriste. Il va vers la Chine, il regarde, mais d'autres qui estiment qu'ils ont un droit de veto sur la vie de la RDC, ils sont allés aussi plaider pour que nous atteignions les points d'achèvement. Et en 2010, la RDC a atteint le point d'achèvement. Mais il faut voir les conséquences. Parce que quand on a revu, au départ, c'était parti, Pierre Lumbi, Katumba Manké. Bon, lorsqu'ils avaient négocié à l'époque, 9 milliards. Mais avec des interférences des autres, on est descendu à 6 milliards. Après 6 milliards, oui, après 6 milliards, nous sommes arrivés à 3 milliards. Mais à 3 milliards de dollars américains, même dans les 3 milliards de dollars, jusqu'à l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2009, nous étions, les financements chinois, mines contre infrastructures, nous étions à moins d'1 milliard de dollars. C'était pratiquement à 850 millions de dollars américains à la place de 800 milliards. Et lorsque vous regardez tout simplement la production, la Sicomine, parce que la Sicomine, c'est la compagnie, la joint venture qui a été créée. Hein, l'État est dedans, et puis les Chinois sont dedans pour la production de cuivre et de cobalt dans les lois là-bas, à Kolwezi. L'entreprise produit les cuivres et les cobalt. La première cathode a été coulée depuis 2015. Mais lorsque vous regardez la production du cuivre et du cobalt par les Chinois de la Sicomine aujourd'hui, et à l'époque, rappelez-vous que nous étions à moins de 5 000 $ la tonne de cuivre et presque à 10 000 $ la tonne de cobalt. Aujourd'hui, nous sommes à combien? À un certain moment, nous avons frôlé 10 000 $. Aujourd'hui, nous sommes à 9 000. Bon, avec les mouvements, l'oscillation, je n'ai pas encore jeté un coup d'œil sur les prix des matières premières, comme je le fais souvent chaque matin. Je n'ai pas regardé ce matin. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut rester toujours dans ces formats? Et où sont les infrastructures chinoises? D'ailleurs, même les routes qu'on avait construites pour nous, elles n'existent presque plus. Ici, à Kinshasa, vous n'avez vu que le boulevard du 30 juin est triomphal, le boulevard Lumumba. Mais il faut regarder tout simplement le volume de l'exploitation minière des Chinois et les comparer aux réalisations
de nos infrastructures. Et ça vous donne une idée. C'est un contrat déséquilibré. Je me rappelle bien, en 2017, nous avons séjourné dans la suite du ministre des Mines de l'époque, Martin Kabeloulou, au Katanga. Savez-vous que tous les documents comptables de la SICOMINE, c'est en mandarin. C'est une des langues chinoises. En mandarin. Ce n'est pas en anglais, ce n'est pas en français. Ni même en chinois. Et les Congolais, le mandarin, c'est une autre forme de et langue les Congolais, chinoise. par exemple, qui sont des représentants, parce que la GECAMINE a des représentants à la SICOMINE, quel est leur poids dans les décisions de cette entreprise? Donc, c'est la faute à nous-mêmes. Les Chinois, ils sont partout. Il faut faire avec. Ils sont partout à travers le monde. Mais si on vous trouve avec toutes les faiblesses, mais l'homme est par nature égoïste. Il en profitera. Donc aujourd'hui, si l'actuel gouvernement estime que le contrat est déséquilibré et qu'il faut revoir les choses, mais c'est son droit le plus légitime. Mais maintenant, est-ce qu'on va revoir les contrats? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Mais ce n'est pas les Américains qui poussent notre gouvernement à revoir ce contrat chinois? Non, je ne pense pas que ce soit les Américains. Ni les Français ou les Occidentaux en général. Les Américains eux-mêmes, qui étaient dans Freeport-McMoRan, Tenke Fungurume, ils ont vendu la compagnie aux Chinois, de China Molim Minerals, voilà, Tenke Fungurume a été acquis par les Chinois. Ce sont les Américains qui ont vendu. Et dans ces contrats sino-congolais, tout est visible, c'est noir sur blanc. Ce n'est pas un problème des Américains. Lorsque vous regardez, mais je vous donne les exemples, mine et construction infrastructure, 30 ans, les Chinois exploitent, mais il n'y a pas de réalisation des infrastructures chez nous. Ça, c'est notre faute parce que nous ne suivons pas. Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Mais maintenant, un conseil gratuit que je donne au gouvernement de la République, quand vous allez négocier, n'allez pas avec des politiciens. Des experts sont là. Et parfois, les gens qui ne vous exigent rien, vous tremblez souvent. Quand on vient de l'Australie, du Canada et qu'on sort, mais je connais des Congolais capables de produire un travail de qualité. Là où il n'y a pas d'expertise locale, on peut recourir. Je peux citer par exemple, aujourd'hui, je peux dire dans la révisitation des contrats miniers, s'il faut prendre un cabinet d'avocats, je ne vois pas. Très honnêtement au Congo, il n'y en a pas. Et il y a des cabinets de renom, Duncan Allen. J'ai fait cette proposition-là et j'ai vu que même dans la révisitation des contrats miniers et consorts, Duncan Allen a déjà été ici. Il y a des cabinets comme Rombo Martel qu'on peut utiliser. Donc on peut recourir à ces gens-là, mais en associant les Congolais. Nul ne peut se soucier du développement de la RDC plus que les Congolais eux-mêmes. Donc faisons confiance à ceux qui sont là. L'expertise est là, elle est peut-être rarissime, mais souvent inexploitée et inutilisée. Donc les contrats chinois, je crois que le gouvernement a le plein droit de les voir. Et je me rappelle bien, lorsque Tshisekedi accédait au pouvoir, il avait convoqué les coordonnateurs de la cellule de supervision des 5 chantiers de la République, il avait convoqué les entrepreneurs chinois, l'ambassadeur chinois, il y avait même un membre du gouvernement chinois qui a séjourné ici au Congo. C'est tout à fait normal. Et c'est noir. Quand vous allez, les gens ont souvent peur de revoir les contrats. J'ai discuté avec un des conseillers du président Tshisekedi. Il dit non, mais si on révise les contrats et qu'on sort, nous risquons d'avoir des problèmes au niveau de la chambre d'arbitrage internationale. On dit non. Si vous revisitez dans l'illégalité, en ce moment-là, vous aurez des ennuis avec la justice internationale. C'est vrai, on connaît la chambre d'arbitrage, comment elle fonctionne. Mais si vous allez avec des éléments probants, il y aura moins de contestations. Et c'est facile de les attraper. Je ne parle pas des Chinois de la SICOMINE. Savez-vous que s'il faut revisiter les contrats, beaucoup de contrats, je prends la partie du Katanga, c'est facile de les attraper. Et les Congolais sont capables de faire ce travail. Je connais des gens qui ne vous exigeront rien. Ils ne vont pas demander un centime pour le travail, pour les services à rendre à la nation. Voilà comment attraper les entreprises facilement. On vous dit par exemple, je vous ai parlé ici des taux de récupération. Vous avez acquis une mine pour exploiter les cobaltes, pour exploiter les cuivres. Mais lorsqu'on regarde les taux de récupération, vous êtes à moins de 50%. Mais la différence là, vous polluez au-delà de la mine qu'on vous a donnée. C'est la vie des Congolais qui est mise en danger. C'est l'environnement qui est pollué. Mais c'est facile de les attraper. Preuve à l'appui. Deuxième élément pour attraper ces gens-là. Il y a des sociétés écrans qui exploitent, mais qui ne sont pas de vrais acheteurs, qui créent d'autres sociétés qui achètent leur propre production. Mais vous savez, les entreprises minières ne sont jamais sensibles en ce qui concerne, ne sont jamais sensibles à un sujet
que celui, par exemple, de l'information boursière. Vous mettez noir sur blanc et vous allez voir que Toronto, Londres, tout ça, les actions vont baisser et ils ne voudront pas. Et il y a des actionnaires qui sont ultra sensibles à ce genre de questions et il y a lieu de négocier avec ces gens-là. Troisième exemple, pollution. L'expert monte l'usine. Il vous donne des orientations, des conseils pour dire qu'il ne faut pas installer l'usine dans la ville, installez-la à tel endroit. Vous venez parce que vous êtes l'ami des ministres, moyennant une enveloppe, gouverneur vous facilite la tâche et comme ça vous estimez que vous pouvez installer n'importe où. Mais on peut prendre tout simplement les données, les échantillons, on les prélève et puis on met sur la table. On dit voilà, pour la vie des Congolais, voilà ce que vous devez. Pollueur, payeur. C'est simple à négocier avec ces gens-là. Gabi Kouba. Voilà. Et il y a aussi autre élément. Je vous en prie. Lors de l'accession de la RDC à l'indépendance, le travail qui a été fait à l'époque, et je me réfère toujours aux données d'Ambroise Mbaka, le génie minier congolais, c'est comme ça que moi je l'appelle, un ancien ministre vice-ministre des Mines, l'ancien DG de la GECAMINE, qui a dirigé la GECAMINE. Il a fait un travail de classification des sites du Katanga, zone Est, zone Centre, zone Ouest. Lorsque la RDC accédait à l'indépendance en 1960, nous avions combien de gisements? 104 gisements. 104 gisements. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'avons, la GECAMINE n'est propriétaire à 100% que des 5 gisements. Et les autres gisements. Et les autres sont en joint venture? Nous les avons, voilà, joint venture, on a vendu à tel s'est accaparé tel s'est emparé de telle mine, tout ça. Et nous avons presque tout perdu. Alors maintenant, lorsqu'on fait tout cela, n'y a-t-il pas moyen de se remettre en question pour voir les responsabilités, même dans les joint ventures? Comment expliquer? Je vais paraphraser le PCA actuel de la GECAMINE qui dit comment expliquer les entreprises font des bénéfices ailleurs. Et les champs d'exploitation ici au Congo, on déclare des pertes, mais ailleurs, on déclare des bénéfices. Voilà, ailleurs, les gens déclarent des bénéfices. Comment expliquer ces paradoxes où au Congo, là où vous exploitez, il n'y a que des pertes, et ailleurs, là où vous exportez pour aller vendre, il y a des bénéfices. Mais il y a un problème. Donc, il faut une remise en question de notre part. Gabi, une question. Je voulais savoir, est-ce qu'on a actuellement la nouvelle cartographie de sites miniers en République démocratique du Congo? Si vous allez au cadastre minier, c'est dommage encore. Voilà, nous avons souvent tendance à tirer sur les autres. L'enfer, c'est les autres. C'est faux. La Banque mondiale avait financé le cadastre minier il y a quelques années pour la cartographie minière de la RDC, pour une nouvelle cartographie. Parce que celle que nous avons date de l'époque coloniale. Wow. Ah oui, c'est le travail, par exemple, des ingénieurs belges et consorts qui avaient fait ce travail-là. Mais à un certain moment, il faut la réactualiser. Qui aurait cru qu'à Kamoua, dans les territoires de Muchacha, dans les Lualaba, il y aurait un océan minier? Robert Friedland, un sujet canadien, arrive au Congo, entre la RDC et la Zambie. Et il observe, et il constate que ce n'est pas possible. En Zambie, il y a des mines. Au Congo, là-bas, il y a des mines. Mais nous avons presque le même environnement. Comment expliquer qu'ici, il n'y a rien? Ce n'est pas possible. Savez-vous combien il a injecté pour la recherche? Non. 350 millions de dollars pour la recherche. Et le groupe Ivanoué a découvert un gisement de classe mondiale. Wow. Le groupe est déjà en production. Donc, les recherches. Alors, pour revenir à votre question, donc ça veut dire dans les recherches, on n'a pas fait. Alors, pour revenir à votre question, cela veut dire qu'il y a des données. Si les Belges, et à un certain moment, quand j'ai échangé avec P.A. Sonam, Ambroise Mbaka, qui me disait, je suis allé l'interviewer chez lui à la maison, et je vis comment il fabriquait des cuivres de production artisanale du Bas-Congo, dans les territoires qu'il exploitait, dans les territoires de Songololo, Tchela et Luozi. Et il me disait que la province du Bas-Congo pourrait avoir la même structure géologique que l'ex-Katanga. Ouais, je vois. Même et le sol et tout ça, ça les cuivres qu'il fabriquait à partir de l'électrolyse chez lui à la maison, ici à ma campagne, lorsqu'on les exposait à la Fikine, il n'y avait aucune différence avec les cuivres industriels du Katanga, avec les cathodes industriels du Katanga. C'est ce que j'avais remarqué. Donc aujourd'hui,
la carte géologique de la RDC, il faut la... Malheureusement, des responsables à qui la Banque mondiale a donné l'argent étaient dans les activités de jouissance, le travail n'a pas été bien fait. La carte géologique que moi j'ai, par exemple, chez moi à la maison aujourd'hui, ce n'est pas une carte actualisée. Contrairement à ce qu'on nous a dit par le cadastre minier, par le gouvernement précédent. Je suis désolé de le dire. En 2014, moi-même, j'ai couvert cette activité-là. Ils sont allés se référer, aller copier les données au Musée royal des terres urbaines en Belgique. C'est pas vrai. Aucune recherche n'a été faite sur le terrain. Et je connais, il y a eu des contestations ici. Il y a des scientifiques congolais, des ingénieurs congolais, des géologues congolais qui avaient contesté. La mine dont je vous parle, de Kamoa au Bakongo. Savez-vous celui qui l'a, à Muchacha, Kamoa, savez-vous celui qui l'a découvert? Les géologues en chef, c'est votre compatriote congolais, Gunzuru, assistant à l'université de Kinshasa. Il a le même âge que toi. Il n'est pas venu d'ailleurs. Et il a étudié ici au Congo. Mais pourquoi l'argent que la Banque mondiale vous a donné, si on avait procédé à ça, il y aurait également. Regardez tous les désordres de l'Est du pays. Toute la partie Est de la province orientale. Jusqu'au Katanga, Tanganyika et consorts. On ne connaît pas... Voilà. Mais il y a un travail qui a été fait à l'époque. Parce que la RDC avait sa Gécamine de l'Est. La Gécamine de l'Est, c'était la Sakima. Kamituga, le fameux reportage ou la fameuse vidéo. Mais la mine de Kamituga appartient à qui? C'est à la société Sakima. Sakima était dans l'ex-Kivu, Maniema et les deux Kivu. Les mines qui posent problème, à Massissi, à Kamituga, Mwenga et consorts, et Kaliba, ainsi de suite au Maniema, ce sont des mines qui appartenaient à la société Sakima. À l'époque, il y avait les Allemands, les Belges et puis les gouvernements congolais. On a tout cédé. Et quand les rébellions sont venues, bon, chaque responsable s'est emparé d'une mine. Pourquoi? Parce que même la plupart des gens qui ont fait la rébellion avaient travaillé à la Sakima à l'époque. Ils étaient des hauts responsables et ils avaient des données sur ces mines-là. Mais il y a aussi d'autres mines qui n'ont jamais été exploitées. Donc tout ce qui se passe là, et d'ailleurs, à Kamituga, vous avez eu l'année passée l'éboulement d'une terre parce qu'il y a des creuseurs artisanaux. Pourquoi? Parce que la société canadienne Banro Corporation qui était venue s'installer a dû fermer ses portes. Sous le régime des conventions. Et ça doit choquer. Ça doit choquer des vraies consciences. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avait révisé les contrats, sauf on a eu à réviser les contrats pendant le gouvernement Gizenga Muzitu, consort. Mais on sait ce que ça donnait. Les résultats ont abouti à quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné à travers là? Il y avait deux compagnies qui n'étaient pas concernées. Les Américains de Tenke Fungurume, Freeport McMoran, les groupes Lindon et tant d'autres, parce qu'ils étaient sous le régime des conventions, et il y avait Banro Corporation. Dommage, Banro Corporation a déclaré faillite en 2018 et les gouvernements congolais n'étaient même pas au courant. Ah oui, j'ai eu une vive discussion depuis Lubumbashi jusqu'ici à Kinshasa qui s'est poursuivie avec l'ancien ambassadeur du Canada, Nicolas Sima, qui était un homme très ouvert. Ah oui, mais un ambassadeur a la mission de protéger les intérêts de son pays. Et c'est ce qu'il a fait. Mais comment une compagnie étrangère qui signe un contrat, qui signe une convention avec un gouvernement en place qui déclare faillite, qui est censé déclarer faillite? C'est l'État congolais, non? De quelle manière? Ça, c'est une question aussi éminemment juridique. Mais comment une entreprise a déclaré faillite sans que le gouvernement congolais ne soit au courant? Et voilà, les mines ont été abandonnées. Et aujourd'hui, vous avez des Chinois. Mais ces Chinois-là, parce que les gens sont surpris, comme ça vient d'ailleurs, l'ancien ministre des Mines du gouvernement provincial de l'époque, la rivière Ulindi, les Chinois avaient débarqué à l'époque. Et le ministre s'est senti humilié parce qu'il n'avait aucun pouvoir. Mais je me pose la question, comment les Chinois, on dit exploitation artisanale, parce qu'il y a des coopératives qui opèrent, alors les Chinois, les Libanais, les Indiens, tout le monde, hein, il n'y a pas seulement que les Chinois, même au Katanga, tout le monde les fait. Alors, comment personne n'a vu cela venir? Et je vous ai parlé des exemples, des officiels, hein, les gens qui ont fait la rébellion, qui ont accès à des données, qui sont aussi partenaires dans ces mêmes structures fictives, mafieuses et criminelles qui amènent des armes. Aujourd'hui, dans les régions de l'Est du pays,
Pourquoi on ne s'interroge pas sur la présence active des miliciens dans les zones minières? Exactement. Des hommes armés. Et qui empêchent les gens d'y accéder. Voilà pourquoi. C'était presque une humiliation pour lui-même Yuma, le journaliste, et on leur interdit l'accès. Pourquoi les bandes armées, voire même certaines forces loyalistes, sont-ils si actives dans les zones minières qu'ailleurs? On ne peut pas se poser ces questions. Voilà, tous ces problèmes-là, les désordres. La rivière Pangui, Banali, à l'époque, Jean Bamani, c'est gouverneur de l'ex-province orientale avant la décentralisation. Les Chinois avaient débarqué. Comment sont-ils venus avec des engins? Mais c'est ça qui donne l'autorisation à ces Chinois. Parce que dernièrement, j'ai vu... Et après, on va dire, non, les Chinois exploitent nos minerais. Mais j'ai vu un reportage, s'il te plaît. J'ai vu un reportage chez les Pygmées, je crois. À l'Équateur? Non, je crois, en province orientale. Ah oui. Où les Chinois étaient là, ils coupaient les arbres et puis ils exploitaient de l'or. D'ailleurs, actuellement... Mais comment ils arrivent là, engins et tout, dans l'ex-Équateur? Posez-moi, oui. À Mambasa. Oui, à Mambasa. Comment ils arrivent là avec un appareil? Même dans l'ex, à Chouapa et à Mongala également. Comment ils arrivent là? Les compagnies qui existaient. Je peux citer l'exemple du groupe Danzer, qui avait la plus grande compagnie forestière, Siforco, qui a totalement disparu. Mais aujourd'hui, vous avez les Chinois. Ils ont créé quoi? Mais c'est ça, comment ils arrivent? Qui leur donne l'autorisation? Comment ils arrivent là? Des entités comme Lissala, Bassankoussou, Bumba et consorts. Vous aviez Siforco qui était dans les Maïndombe, ici, dans les Maïndombe à Inongo, qui était également dans l'ex-Équateur, dans l'ex-province orientale. À l'Équateur, vous voyez même des camps des travailleurs, même ici à Kinshasa, Maluku. C'est Siforco. Vous voyez ce que ça donne. Alors, ces compagnies-là ont été anesthésiées. Elles ont totalement disparu au profit des Chinois. Mais comment les Chinois sont-ils arrivés avec les étrangers? Vous avez même des protestations à Chouapa, à Mongala, tout ça. Les autochtones se sont opposés contre l'exploitation illicite du bois. Qui donne l'autorisation? C'est le gouvernement? Mais les décideurs, ce n'est pas toi et moi qui donnons l'autorisation à ces Chinois-là. Revenons dans les secteurs miniers, parce que c'est notre question aujourd'hui. Qui donne l'autorisation? C'est la question. Ah oui, mais je vous ai avec engins et tout. Mais je vous ai parlé ici d'un sujet sud-africain, Christopher, qui a acquis la mine de Bissier. Aujourd'hui, les Canadiens, Alpha Mine, est là. Parce que ce monsieur n'a rien fait. Il a obtenu seulement un titre et il est allé spéculer sur les principales places boursières. Il a obtenu son argent sans aucun investissement. Et aujourd'hui, les Canadiens sont là. Mais les Canadiens qui sont là pour exploiter la cassiterite et les coltans, comment on les contrôle? Bissier, c'est une entité totalement enclavée. Et vous avez même des aéronefs qui décollent des pays voisins. L'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, qui atterrissent, qui aménagent des pistes dans les villages, qui atterrissent, qui achètent la production artisanale. Moyennant quoi? L'argent, les armes. Et voilà comment on ne maîtrise pas la prolifération des groupes armés à cause de notre somnolence, à cause de notre indolence, à cause de notre ignorance, à cause de notre naïveté, à cause de notre cécité, à cause de notre surdité. Et notre cupidité aussi. À cause de notre cupidité. La mine. Moi, j'ai suivi la ministre de l'Environnement. Lors du point de presse, il parlait de la transition écologique. Mais c'est génial ce qu'il dit, ce qu'il a dit. Parce que la transition écologique, la RDC, en tant que le plus grand bassin, quand vous allez à la côte, nous avons 67% des réserves forestières de l'Afrique centrale, 67%. Le réservoir mondial du cobalt, 70%, c'est la RDC. Le lithium, le gisement de Manono, communière à l'époque, qui appartenait à l'État. Puis vous aviez eu Zaïreta et consorts, qui appartenaient à l'État. Donc, et la transition énergétique veut dire quoi? On va se débarrasser des moteurs qui polluent plus l'environnement vers des moteurs avec des énergies qui polluent moins. Mais pour cela, vous avez, pour avoir des composants essentiels à la fabrication de ces véhicules, là et tout ça, de ces batteries, c'est chez nous. Les caméras que vous utilisez, les ordinateurs des dernières générations, les équipements d'avions, le fusée et consorts, il faut transiter par la République démocratique du Congo. Et c'est dommage que cela nous échappe. Et d'ailleurs, ça va toujours vous rappeler cet article-là, à qui profitent les cobaltes de la RDC. Nous sommes spectateurs sur notre propre sol. Donc, je vais paraphraser Frantz Fanon qui disait « Les Congolais est comme un mendiant assis
sur un lingot d'or au bord de la rivière et en train de mourir de faim et de soif. C'est ça notre situation aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes, pas aux autres, parce qu'ils sont arrivés dans un non-état et c'est tout à fait normal. Ils profitent de la situation. Je vous donne un exemple normal, un exemple banal. Aujourd'hui, nous nous plaignons de l'attitude du Rwanda qui serait premier exportateur ou producteur de ceci, de cela. L'Ouganda. Mais l'or de l'Ouganda vient d'où? De la RDC. La raffinerie, on l'a installée où? En Ouganda. Et lorsqu'on posait la question à un sujet belge, les Russes qui étaient là, ils ont dit que l'essentiel de l'or à raffiner en Ouganda viendra de la RDC. Et vous avez la situation aujourd'hui à Ituri et dans toute l'ex-province orientale. Donc, vous n'avez heureusement que nous avons Barrick, Kibali qui s'est installé comme une compagnie. Mais Kibali opère dans les sites de notre ancienne compagnie nationale, la Sokimo. Et les autres sites où il y a des creuseurs artisanaux incontrôlés. On fait quoi? Voilà comment l'insécurité rime avec l'exploitation illicite des ressources naturelles. Et ça ne peut pas nous étonner. Moi, je ne suis jamais étonné. Donc ça ne m'étonne pas. Voilà, mesdames et messieurs. Ça n'étonne pas Gabi Kuba parce qu'il était plongé dans ça depuis 10 ans, plus de 10 ans. Et aujourd'hui, ce reportage-là, bravo à notre confrère, au moins ça nous a mis la puce à l'oreille. Quand nous on fait des émissions comme ça, Bolandakate, vous ne suivez jamais. Et vous allez vous plaindre que non, les journalistes ne descendent pas sur le terrain, nous n'exploitons que la politique. Et pourtant, on fait des émissions comme ça, mais quand vous allez voir le nombre de vues, ça sera 100 vues. Donc, il n'y aura que 100 Congolais qui vont s'intéresser à cette émission. Et puis, vous allez vous plaindre après que non, nous ne faisons rien, nous ne sommes que dans la politique et tout ça et tout ça. Voilà, nous nous sommes battus pour faire des émissions comme ça. Alors, prenez le temps de suivre et d'apprendre. Les Congolais, Gabi l'a dit, il y a des experts. Tout le monde est là, nous sommes capables. Gabi descend sur le terrain, il a dit, il est parti partout. Il n'a rien à... Donc, ce que vous avez découvert là, ou ce que nous avons découvert, Gabi l'a déjà vu il y a des années et il en a parlé. Il a même fait des émissions à la RTNC qui a été suspendue. À la RTNC, oui. J'avais une tranche matinale avec Yangou. Chaque matin, on parlait de la chronique de matières premières. C'était de 8h jusqu'à 10h, on a suspendu l'émission. Nous sommes allés... Oui, ça c'est la RTNC 2. RTNC 1 avec Marcel Moubenga. On a acheté même une tranche juste des chroniques, oui, pour la chronique des matières premières. C'est vrai que les gens peuvent nous reprocher beaucoup de choses, des faiblesses. Vous savez ce qui nous est arrivé? Surfacturation de l'émission parce que les gens estimaient que nous on parlait des mines donc et il y avait beaucoup d'argent et l'émission voilà, a perdu toute sa saveur. Nous étions obligés de nous rabattre en faisant des faits divers, tout simplement parce qu'il y a eu une facture qui nous était demandée, qui nous était imposée à tout moment et nous étions dans l'impossibilité de payer cette facture-là. Et voilà. Mais qu'est-ce que nos médias diffusent? Je suis parfaitement d'accord que les gens nous critiquent. Et moi-même, en tant que président de la corporation, j'endosse la responsabilité. Je sais que nous n'avons pas de contenu. Mais comment expliquer qu'un média, un service public comme la RTNC, ne parle jamais des questions minières d'existence même de notre État et de notre pays? Aucun programme là-dessus. Hein? Tourbière, on parlait de ceci. Jamais, vous n'allez pas voir. Si vous voyez par exemple une émission, c'est parce qu'un journaliste a séjourné dans la Suisse des ministres, qui est allé à Walikale, qui a séjourné à Massissi, qui a visité telle compagnie dans les Lualaba et dans les Tanganyika. On profite tout le temps pour faire. Voilà. Et encore s'il a un peu de conscience professionnelle, il peut ou ne pas le faire. Ce n'est pas que ces journalistes-là qui fait l'information protocolaire n'est pas qualifié pour faire un travail d'investigation. Ces journalistes sont capables de faire le travail. Mais le cadre, l'espace, les moyens, ils n'en ont pas. Donc ça, il est de notre responsabilité également. Mais là où je vais demander aux journalistes, c'est parce que les bons journalistes cohabitent avec les mauvais journalistes, qui malheureusement est majoritaire aujourd'hui dans notre pays. Alors, comment voulez-vous? Parce que les médias fonctionnent dans une dynamique socio-économique d'un pays. Il ne faut pas vouloir que les médias fassent l'exception là où ça ne marche pas. Nous ne sommes pas un îlot dans un pays. Nous sommes l'image de ce pays dans un îlot. C'est le reflet de notre société. Et je suis désolé de le dire en tant que président de la corporation. Alors, maintenant pour revenir à ce que nous étions en train de dire, la transition écologique et énergétique. Mais ça nous échappe totalement. Quand vous avez le cobalt qui est produit, même le peu qui est produit, ça nous échappe. Est raffiné ailleurs, vendu par d'autres personnes. C'est raffiné où notre cobalt? Finlande, Pologne, la Chine et puis ailleurs. Donc ça se passe de cette façon.
Donc chez nous, ça sort brut comme ça. Ah oui, oui, c'est à l'état brut. Alors, les gisements, parce que le principal argument, on ne peut pas transformer au Congo parce qu'il y a déficit énergétique. Exactement. Ça, c'est la responsabilité également de l'État. Parce que quand quelqu'un vient pour investir, il sait qu'il va dans un coin où il n'y a pas d'énergie. Mais dans le plan business, qui est son tableau de bord, il regarde, il doit avoir un fonds pour avoir l'énergie. Comme la mine de Kalumbila dont je vous parle. Le courant est venu d'où? De Lusaka. Kalumbila-Lusaka, 500 km. C'est l'entreprise elle-même qui a dit que je vais investir dans un coin où il n'y a rien. Ses propres routes. Et dans les plans business, tout est là. La mine de Kansanchi, frontalière, toujours en Zambie. Vous savez également, c'est la même chose. Alors, les lithium dont on parle chez nous, le plus grand gisement du lithium au monde se trouve où? C'est chez nous, dans les Tanganyika, à Manono, avec la cominière à l'époque. Savez-vous combien nous l'avons bradé? À combien? La cominière. 5 millions de dollars. Seulement 5 millions de dollars. Donc, les commerçants qui sont ici au marché central, qui nous vendent des ketch et des jeans, ils peuvent rassembler ça et acheter ça. Mais pourquoi on n'a pas donné ça à un Congolais? On a vendu ça aux Australiens. Et les Australiens ont fait appel aux Chinois. Oh, avec le sale comportement là qu'on voit là. Les Australiens ont fait appel aux Chinois. Et lorsque vous regardez les documents, par exemple, de l'Union européenne, je n'ai pas mon laptop ici, mais je vais vous les balancer. Malheur aux Congolais. Nous ne voulons pas prendre connaissance de ce qui nous appartient. Mais je vais vous balancer les documents. Ça ne peut pas être une confidence. Lorsque vous regardez les besoins en lithium dans les 10 prochaines années, avec cette transition écologique, ça sera multiplié par 5 à partir d'aujourd'hui. Or, le plus grand gisement du lithium au monde se trouve à RDC. On l'appelle d'ailleurs Escondida. Escondida, c'est la plus grande mine de l'Afrique, de l'Amérique latine. Et c'est ce gisement de Manono que nous avons bradé à 5 millions de dollars qui va nous échapper totalement. Je ne raconte pas des histoires. Je mets quiconque au défi. Que le ministre des Mines vous apporte d'autres éléments, tous les services de l'État, le cadastre, tout ça, qu'on vous apporte des éléments pour prouver le contraire de ce que j'affirme. Donc je n'ai pas de vérité absolue, mais au moins ce sont des choses qui doivent être connues du grand public. Voilà, qui doivent réveiller un peu nous réveiller de notre somnolence, donc notre conscience. C'est un peu ce que nous faisons. Mais nul n'est prophète chez lui, on est comme des Jean-Baptiste, prêchons quand même dans les déserts que celui qui a des oreilles entende. La transition écologique et la RDC, avec sa position environnementale et avec ses ressources, mais la transition écologique, en principe, si nous étions un pays éveillé, cette transition ne pouvait pas avoir lieu sans la RDC. Malheureusement, quand les autres décident à votre place, sans que vous ne soyez pas là, imaginez ce qui vous revient. Merci beaucoup, vous avez suivi, j'espère de tout cœur que cette émission aura aussi un nombre, en tout cas incalculable de vues, parce que vous êtes plein, vous avez dit que nous ne faisons que des émissions politiques, on se bat pour faire des émissions comme ça, pour que vous ayez, et maintenant prenez le temps de voir, de visionner et d'écouter les révélations de Gaby Kuba. Donc ce que notre confrère camerounais a dit, c'est rien d'extraordinaire, rien de nouveau. Simplement, peut-être le format a changé, mais Gaby Kuba le dit tous les jours, tout le temps, rien de nouveau sous le soleil. Donc, nul n'est prophète chez lui. Ayez le temps de nous écouter, ayez le temps d'apprendre de nous. Nous avons aussi des choses à vous dire. Merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices, followers dans la Lyon Info et dans les chaînes partenaires. Merci à Gaby Kuba. Je ne voudrais pas terminer. Vraiment, oui. Juste un mot. Oui. Et désolation, encore une information qui choque. J'ai vu que le PCA de la Gécamine est en train de faire quand même un travail. Il faut le féliciter. Mais lorsque je regarde la production de la Gécamine, nous l'avions appelé le géant minier. Mais il y a quelqu'un qui l'a qualifié d'un nain minier et il a parlé même d'une mort clinique. Savez-vous combien la Gécamine a produit comme cobalt? Parce qu'on parle de la transition énergétique. Je reviens sur les discours officiels. Transition énergétique avec la RDC. Mais moi, je vous dis, quand les autres les font sans nous, on peut s'attendre à ce qui peut nous revenir. La production minière de la Gécamine. Le premier semestre de cette année, parce que les données pour le deuxième semestre, je dois attendre encore peut-être que vers la fin du semestre, 3 tonnes de cobalt. 3 tonnes, je dis, donc 3 misapi on a tombé. Ça fait la production de la cobaltifère de la Gécamine au premier semestre de cette année. Cuivre, 8 tonnes de cuivre. Et vous calculez la tonne du cobalt aujourd'hui sur le marché international. Vous regardez les dépenses de la Gécamine. Les paiements du personnel, les équipements, tout ce que vous avez là, ça ne peut même pas couvrir. Donc la production de la Gécamine ne peut même pas couvrir une semaine de dépenses de la Gécamine.
Le cuivre, c'est pareil. 8 tonnes. Au premier semestre de cette année, 8 tonnes. Moko, mi balé 1, 2, 3, 4, auto tangana maternelle. 8 tonnes de la gécamine. Du gécamine cuivre, la gécamine. Donc ce ne sont pas les Américains qui ont fait que la gécamine ne produise pas. Pourquoi on ne l'a pas fait? Vous pouvez vous poser des questions. Prochainement, on en reviendra. Gabi Kouba reviendra encore pour nous parler cette fois-ci encore de ce secteur parce que c'est vraiment le secteur clé qui nous échappe complètement. La transition énergétique nous échappe complètement. On brade nos terres, on brade tout sans savoir que ça coûte excessivement cher et que ça pourrait vraiment donner, vraiment ce sera, si on était un État sérieux, mais la RDC ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Dans notre rubrique des matières premières.